Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui et je ne fais pas vraiment dans l'actualité puisque je vais vous parler du guide du joueur de Race, la traduction française, j'y reviendrai, du Player's Guide de Race the Oblivion. Donc c'est publié originellement par White Wolf en français approximatif par Ludis International. Le supplément originel daté de 1994, 1996 pour la version française et ça fait 177 pages. Je reviens à la gamme française de Race antédiluvienne, avec ce guide du joueur qui comprend pas mal d'éléments assez différents et à vrai dire plus ou moins du joueur. On y trouve en effet aussi bien du matériel technique, soit des règles optionnelles et ou approfondies, que du background. Or, ce dernier me paraît quand même à la base plutôt destiné au compteur, à lui de voir ensuite s'il souhaite en user pour impliquer les joueurs dans un cadre particulier, gardant la main mise sur ce qu'ils savent au juste de tout cela. Hors concours, le livre s'achève sur une série de brefs essais sur ce que cela signifie de jouer à Race, qui mettent l'accent sur tel ou tel point, dans une optique, disons, pas directement applicable en jeu en tant que tel, mais qui fournit des éléments d'inspiration pouvant assez aisément intégrer une chronique et, mine de rien, l'orienter différemment de manière plus subtile. Un bric-à-brac hétéroclite, donc, impression renforcée par l'alternance de ces divers types de chapitres, voire au sein même de ces chapitres, et c'est sans doute d'un intérêt variable en tant que tel. Mais, avant de se plonger dans l'examen du contenu de ce supplément, une précision s'impose, enfin dans un sens parce qu'elle est hélas peu ou prou systématique. La traduction française est tout bonnement atroce. C'est moche, maladroit, littéral et perclus de faux amis. C'est confus, notions et termes de jeu sont en roue libre, et tout sauf pratique. Ranger les traits par ordre alphabétique français c'était impossible. C'est à côté de la plaque en somme, et parfois au point de tout gâcher, de rendre la lecture extrêmement pénible. Par chance, j'en ai presque fini avec la gamme française de Race, il ne me reste plus que Midnight Express, et c'est tant mieux, bon, façon de parler, hein, parce que j'ai plus d'une fois eu envie de balancer ce bouquin par la fenêtre. Bon, j'ai eu pitié de mes voisins, quoi. Commençons par les données techniques, parce que je tends à croire que ce sont celles qui relèvent le plus de l'idée même d'un guide du joueur. En cela, les éléments que l'on trouve ici ne sont pas d'une originalité stupéfiante et correspondent assez largement à ce que l'on peut trouver dans d'autres guides du joueur du monde des ténèbres, même si mon expérience personnelle se limite aux différents avatars de vampires. Sous l'intitulé Traits, on trouve diverses choses, rangées n'importe comment au regard de la traduction donc, et tout d'abord la règle optionnelle des qualités et faiblesses. Rien que de très classique à cet égard, et les qualités et faiblesses de ce système de qualités et faiblesses sont globalement les mêmes que dans les autres jeux du monde des ténèbres, je suppose. Il y a de quoi personnaliser utilement les PJ, c'est alors bienvenu, et il y a en même temps le risque du grobilisme outré. À Stygia, rien de nouveau. Cette menace mise à part, ce système présente peut-être quelques difficultés d'un autre ordre. Globalement, il se veut adapté à Race, mais avec plus ou moins de pertinence. C'est qu'il y a souvent dans ce système, entendu de manière générale pour l'ensemble du monde des ténèbres, une dimension physique qui ne fait guère sens avec des personnages fantômes, ou pas autant. Et quand c'est la dimension sociale qu'il faut prendre en compte, la société du monde des ombres diffère largement de ce qui se trouve de l'autre côté du voile. L'essentiel est sans doute utilisable, oui, et parfois bien pensé en termes de transposition. Mais dans certains cas, sans doute faut-il bien poser ce que telle qualité ou telle faiblesse représente véritablement pour une ombre avant de la coucher sur la feuille de personnage. Le reste du chapitre est consacré au listage de nouveaux traits venant compléter les listes du livre de base. C'est plus ou moins intéressant. Dans l'ensemble, plutôt moins que plus. Le plus réussi, à mon sens, ce sont les 9 nouveaux archétypes du côté sombre, abondamment décrits, tourments inclus. On trouve aussi de nouvelles historiques qui peuvent avoir un intérêt à apporter un soupçon d'originalité à un PJ. Le reste, soit de nouveaux archétypes pour la nature et l'attitude, et surtout de nouvelles capacités, plein, trop, bof. D'autant que concernant ces dernières, outre que l'on n'a pas forcément besoin de pareil listage de manière générale, mais pourquoi pas, on retrouve surtout le problème mentionné concernant les qualités et faiblesses, mais de manière bien plus franche. Pas mal de ces traits ne me paraissent guère faire de sens pour des PJ ombres. Passé les deux très longs chapitres de background qui forment en définitive le cœur de ce guide du joueur, on revient aux règles avec un chapitre intitulé Règles, et qui est un nouveau fourre-tout dans le fourre-tout global qu'est ce supplément, là encore plus ou moins intéressant dans l'ensemble. Et même plus ou moins règles, on commence en effet par de nouveaux, bref,
Développement concernant la géographie du monde des ombres, un peu dans l'esprit de ce que l'on trouvait déjà dans le livre accompagnant l'écran du compteur, et qui venait déjà éclairer le contenu du livre de base sous cet angle. Je suppose que cela traduit bien, si j'ose dire, combien il peut être difficile de se représenter tout cela. Une question en fait qui se complique peut-être encore dans ce supplément du fait des longs développements de background consacrés aux divers royaumes ténébreux. Le système global du livre de base demeure, mais l'application concrète est parfois un brin délicate, voire davantage. Les sections suivantes de ce chapitre sont effectivement plus techniques. On trouve tout d'abord quelques développements sur les capacités innées des ombres, les différents usages de voir la vie, de voir la mort et des sens accrus. Je suppose que c'est bienvenu, ces aptitudes peuvent avoir leur importance et le livre de base se montrait peut-être un peu trop lapidaire à leur égard. La partie la plus intéressante à mon sens de ce chapitre porte sur les entraves et les passions, plus exactement sur leur perte ou leur développement, éventuellement leur acquisition. Par la force des choses, même s'il s'agit bien d'un contenu technique, le propos a quelque chose d'un peu abstrait. Mais ces pages contiennent des remarques, des suggestions, des mises en garde, des exemples qu'un conteur devrait avoir en tête. Et oui, probablement un joueur aussi, dans le contexte d'une chronique au long cours. Ces éléments sont ce qui fait véritablement vivre une ombre. Si on ne leur accorde pas suffisamment d'attention, c'est qu'on ne joue pas à Wraith. La dernière section de ce chapitre de règles est bien différente car très pointue. Elle ne sera dès lors pas utile dans toute chronique de manière générale, mais pourra s'avérer cruciale dans certains cas. Il s'agit en effet d'un système concernant les ombres et les ordinateurs, et donc le piratage informatique. C'est une lecture très amusante, même si 20 ans plus tard tout cela paraît extraordinairement préhistorique. Le passage des années a donc probablement amoindri l'utilité concrète de cette section, mais je suppose qu'elle contient toujours suffisamment de bonnes idées pour être adaptée dans un cadre plus contemporain. Ceci d'autant que l'exposé dans ce supplément trop souvent confus et rendu plus confus encore par une traduction qui ne devrait même pas mériter ce nom, est cette fois étrangement limpide, ce qui vaut d'ailleurs pour la section précédente consacrée aux entraves et aux passions. Reste un dernier très bref chapitre technique qui porte sur de nouveaux arcanos, trois en l'espèce baptisés flux, suggestion et mnémosinis. Vu de loin, c'est un peu la course habituelle dans le monde des ténèbres avec toujours plus de capacités surnaturelles, mais je suppose qu'il ne faut pas les envisager forcément de la sorte. L'idée est qu'il s'agit d'art perdu, extrêmement rare en tant que tel. On avance que les arcanos habituels peuvent connaître des variantes perdues par ailleurs, ce qui peut s'avérer intéressant dans l'absolu. Même si les arcanos dans Wraith n'ont pas le côté super-héroïque des disciplines vampiriques, etc., il n'est vraiment pas dit que les joueurs devraient y avoir accès, en tout cas pas sans une longue chronique décrivant comment ils les apprennent. Mais ils peuvent être intéressants chez des PNJ, notamment des ombres très anciennes, mais sans doute très puissantes. Le plus intéressant ici, à vrai dire, n'est décidément pas dans la technique, mais le background sous-jacent. À titre d'exemple, l'Arcanos Mnemosinis et la guilde associée sont à même de fournir d'intéressants sujets de scénario. Le bilan de la partie technique de ce guide du joueur est donc assez mitigé. J'en retiens en priorité les nouveaux archétypes du côté sombre, éventuellement les nouvelles historiques, en tout cas le système d'évolution des entraves et passions. À un moindre degré, qualités et faiblesses d'un côté et informatique vintage de l'autre peuvent aussi s'avérer intéressantes, avec quelques précautions et ou adaptations. Le reste est très secondaire, voire inutile. Entre ces différents chapitres essentiellement crunch, on trouve deux longs chapitres bien plus longs, qui relèvent à 100% du fluff. En tant que tel, ils sont plus ou moins pertinents dans l'optique d'un guide du joueur. Si le premier de ces deux chapitres pourra, et éventuellement devrait, être lu par les joueurs, je suis bien plus réservé à cet égard concernant le second, qui me paraît initialement du moins devoir être l'apanage du compteur. Mais le premier, me concernant, je crois bien que c'est le moment le plus intéressant et bienvenu de l'ensemble de ce supplément. En effet, il s'agit de décrire la société des ombres, la société stygienne, s'entend, on y reviendra très vite. Sous cet intitulé très vaste et flou, il faut en fait comprendre que l'on va se pencher sur les factions du royaume stygien, la hiérarchie, les renégats, les hérétiques. Et c'est tout à fait bienvenu parce que le livre de base finalement ne se montrait pas très disert à ce sujet. On avait les grands archétypes de ces factions, autant de reflets des factions d'autres jeux du monde des ténèbres, vampires notamment, et une idée dans le cadre de la hiérarchie de son fonctionnement, hiérarchique, mais finalement guère plus. L'objet de ce chapitre est d'exposer ce qui constitue le quotidien d'un hiérarque, d'un renégat ou d'un hérétique. Finalement, c'est ainsi que l'on sort du stéréotype. D'une certaine manière, l'idéologie ne vient qu'après, avec le flou inhérent aux prétendues factions des renégats et hérétiques, qui ne sont des groupes uniformes qu'aux yeux des plus brutaux des hiérarques. Cependant, le chapitre donne de bons aperçus des philosophies possibles de ces divers courants, des idées directement applicables et qui, le cas échéant, montrent que la réalité des faits est bien plus complexe que la description hâtive de ceux d'en face par un PNJ nécessairement bourré de préjugés.
ce qui valait dans Vampire pour le sabbat, etc. On ne trouvera pas ici de révélation en pagaille, ce n'est pas le propos, mais de quoi envisager ce que cela signifie qu'être un hiérarque, un renégat ou un hérétique, c'est donc tout à fait bienvenu. Puis vient un très long chapitre intitulé Les royaumes ténébreux, et qui à mon sens devrait donc relever plutôt du compteur, au moins initialement. Il peut s'avérer très utile, indispensable même dans une chronique dédiée, mais ceux qui entendent rester dans le monde stygien n'en auront probablement jamais conscience. C'est qu'il s'agit de décrire les autres royaumes ténébreux, qui sont donc autant d'alternatives à la fois géographiques et culturelles à Stygia, Caron et compagnie. Mais ils sont par essence mystérieux, et la très grande majorité des ombres stygiennes ne sait absolument rien, ne serait-ce que de leur existence. Le livre de base mentionnait hâtivement qu'il y avait un royaume de jade d'inspiration chinoise et un royaume d'ivoire africain, et qu'il y avait eu un royaume d'obsidienne méso-américain, mais sans en dire davantage. Le guide joueur fournit des développements sur ces trois royaumes ténébreux et complète la liste avec quatre autres. Celui des invisibles pour les Caraïbes, Vaudou à Donf forcément, la cité des délices d'inspiration indienne, le royaume d'argile de l'Australie, enfin la mer qui ne connaît pas le soleil d'inspiration polynésienne. Chacun se voit accorder d'assez longs développements, suffisant pour fournir une bonne base de jeu, même si, sauf erreur, un seul de ces royaumes ténébreux a été par la suite développé au point d'avoir droit à ses propres suppléments, celui de Jade. 2 volumes en pleine vague asiatique de White Wolf. Ces développements assez approfondis sont à la fois enthousiasmants et agaçants. Enthousiasmants parce qu'ils offrent des cadres de jeu exotiques, très colorés le cas échéant, et parfois très inventifs. Si le sombre royaume de Jade est somme toute classique, voire banal, c'est un avatar extrême du despotisme stygien, avec un cauchemardesque Shinchiwang à sa tête, mais en même temps très carré et suffisamment exotique pour donner envie d'y jouer, avec tout de même quelques idées très intéressantes portant sur le bouddhisme, la situation du Japon, etc. D'autres de ces royaumes, par contre, s'éloignent bien davantage du modèle, c'est bien le problème, stygien, et acquièrent une personnalité propre tout à fait appréciable. Ainsi, les invisibles dans une certaine mesure, le royaume d'argile un peu plus, surtout la mer qui ne connaît pas le soleil. Le cas du royaume d'obsidienne étant un peu à part, encore que, il peut fonctionner dans une campagne stygienne comme celui des Invisibles, il y a de quoi faire dans les deux cas. Ce sont le royaume d'Ivoire et la cité des délices qui m'emballent le moins. Le premier me laisse vraiment très perplexe du fait de certains choix orientés, le second m'indiffère, je suppose. Mais le reste, oui, est assez enthousiasmant. Mais ces développements sont donc tout aussi régulièrement agaçants parce que c'est du gloubi-boulga mythologique à la sauce White Wolf, alors même que l'apport mythologique propre de ces divers royaumes ténébreux justifie leur différence. Il est bien trop souvent traité par-dessus la jambe, sans vrai respect et avec une bonne dose de confusion, de raccourcis, de stéréotypes et de préjugés ethnocentriques pour le moins navrants. Le cas du royaume d'Ivoire, en dépit de l'intervention des Orishas, a particulièrement de quoi laisser perplexe, mais d'autres procédés sont également critiquables à cet égard. Ainsi, dans le cas des invisibles, le fait de donner une signification proprement monde ténébresque à des notions du vaudou qui ont pourtant une consistance particulière dans notre monde. Par exemple, on retrouve ici les termes de Rada et de Petro, mais ils n'ont rien à voir avec les types de Loa de notre monde, ce sont les noms de deux ombres. En outre, le terme Loa lui-même est employé un peu n'importe comment. Ce n'est qu'un exemple, il y en aurait bien d'autres. Or, l'exposé peut en outre se montrer passablement confus, a fortiori je l'admets quand le lecteur ne sait rien ou presque du fond mythologique employé. Je devine qu'il y a un sacré potentiel dans la mer qui ne connaît pas le soleil, mais il m'est difficile en l'état d'en tirer quoi que ce soit de concret. Et comme dans le cas où le lecteur a au moins une vague idée de la base, les manipulations de la mythologie réelle ont de quoi susciter la méfiance, ce sentiment s'accroît encore pour les royaumes ténébreux les plus exotiques. Cerise sur le gâteau, proprement française, la traduction à la ramasse aggrave encore tout cela. Concernant le royaume ténébreux polynésien, je suis à peu près persuadé que cela a contribué à rendre ces développements plus obscurs encore à mes yeux. Dans la continuité peut-être de ce qui se produisait pour le royaume d'Ivoire, à vrai dire, j'ai plusieurs fois eu le sentiment que le traducteur ne comprenait absolument rien à ce qu'il traduisait. D'où un surcroît de confusion qui affecte clairement aussi les invisibles et, supposais-je, la cité des délices au moins. Il y a dans ce long chapitre beaucoup de matière à exploiter, et qui peut donner des trucs très chouettes, j'en suis convaincu, mais revisiter un peu tout cela s'impose probablement sur la base de recherche personnelle. Le guide du joueur se conclut sur des textes d'un autre ordre, plus original, 7 petits articles signés qui sont autant d'essais sur la manière de jouer à Wraith. L'idée est plutôt intéressante, mais le résultat final m'a paru globalement décevant. On y pêche pas mal de banalités, hélas. Ce qui m'a le plus parlé porte sur le côté sombre, un aspect de ce jeu aussi inventif que dangereux. Le reste, non, je n'en ai rien retenu. Je ne sais toujours pas à la roue cochon ce qu'il faut penser de l'article de Chelsea Queen Yarbrough en particulier.
Et ce qu'il faut penser de ce guide du joueur globalement? Bien, je suppose que cela dépend des attentes de chacun. Côté technique, il y a quelque chose pas inintéressant de ça et là, mais qui ne justifie probablement pas l'achat à elle seule. L'essentiel réside à mes yeux dans les deux longs chapitres de fluff, dont un seulement est véritablement destiné aux joueurs. Il est très bon ceci dit. Le reste est plutôt l'apanage du compteur, qui a de quoi faire avec les royaumes ténébreux, mais il lui faudra éventuellement reprendre tout ça à sa sauce. En définitive, un supplément pas mauvais, mais tout sauf indispensable, et sans doute un peu médiocre quand même, et horriblement traduit. Je l'ai déjà dit. Oh.